Bonjour à tous, alors je vous présente Daniel Padrosa, donc je suis ingénieur études et développement, spécialiste dans les technologies objets et l'ingénierie logicielle. Le but de cette session est de vous présenter les architectures des langages de programmation tournant sur Apple, entre autres sur MacBook ou les périphériques mobiles tels que iPhone et iPad, ainsi qu'une rétrospective des différentes évolutions des langages de programmation et des applications tournant sur processeurs Intel et ARM. Alors, en fait, à chaque fois que vous développez des applications bureautiques, par exemple sur MacBook ou sur périphérique mobile, vous remarquez que vos applications sont très rapides, très fluides. Alors, je vais vous expliquer le mécanisme de ces applications et bien comprendre comment ils sont structurés. Alors, tout d'abord, vous avez une plateforme de développement sur Mac OS X qui est CrossCode, qui est basée donc principalement sur le langage Objective-C, maintenant le langage Swift, mais je vais plus parler du langage natif Objective-C, et d'un framework Cocoa. Donc Cocoa, je rentrerai pas dans le détail, c'est un ensemble de librairies graphiques pour développer la partie IHM. Alors, tout d'abord, historiquement, vous aviez un langage qui s'appelait Common Lisp, qui était un langage interprété, donc il n'était pas compilé. Et en fait, vous avez un langage qui permettait de créer des applications très rapides du fait qu'il n'y avait pas de compilateur. Vos programmes étaient interprétés, donc générés à la volée, et donc vous avez des applications très fluides et rapides. Alors une variante a été Common Lisp Object System, qu'on appelle Silos, qui est la version objet réflexif de Common Lisp, à savoir que à chaque fois que vous créez une classe, que vous l'instanciez, chaque classe va hériter de la classe object, la classe mère. Et en fait, toutes vos classes vont hériter de la classe mère. C'est un langage hautement réflexif. Alors, là, c'est une présentation d'un langage interprété. À l'époque, c'est un langage qui n'était pas compilé et qui permettait d'avoir des applications très fluides et rapides. Et venu par la suite des langages comme Smalltalk 80. Alors, Smalltalk 80, c'est un langage qui est réflexif. Donc, réflexif, ça fait que ça signifie qu'à chaque fois que vous créez une classe, elle va toujours hériter d'une classe mère, la classe object. À la fois, c'est un langage dynamique. La particularité de Smalltalk 80, donc qui s'est développé en parallèle du langage ANSI-C, dont je parlerai par la suite, est que ce langage fonctionne par système d'envoi de messages. C'est un peu la programmation par comportement. Pour vous expliquer, vous créez une instance d'une classe voiture. Vous créez une méthode avance, par exemple 10. Donc voiture avance 10. Vous envoyez un message à l'instance voiture pour qu'elle avance de 10 km/h. Vous envoyez un message voiture recule 2. Voiture va reculer de 2 km/h en une marche arrière. Donc là, c'est un système d'envoi de message. Par exemple, vous avez des conditions if false faire tel comportement, if true tel comportement, système d'envoi de message. Ici, vous avez un environnement de développement, vous avez un système browser avec les classes système et les différents types, et donc un système d'envoi de message. Alors au niveau de la communauté Smalltalk 80 qui s'est développée, entre autres en Europe, avec la communauté Özhug. Özhug, et entre autres, il y a un système d'exploitation qui s'appelle OpenCobalt, qui ressemble beaucoup à Mac OS X, un OS très similaire, et en fait il y a une réelle raison qui reprend un peu l'ergonomie de Mac OS X orienté Smalltalk. Et cela, c'est pas pour rien, il y a une raison. Alors, en fait, vous avez aussi un environnement de développement qui s'est créé par la suite, basé sur Smalltalk 80, qui s'appelle Squeak, à vocation éducative. À savoir que c'est un environnement de développement permettant de créer des applications bureautiques, mais des applications fenêtrées et hautement volatiles. En fait, c'est vraiment que vous développez vos applications, elles sont créées à la volée, toujours dynamiques et réflexives, et ça permet d'avoir des applications compilées qui sont très rapides, toujours par système d'envoi de message. Par exemple, vous avez un personnage, vous envoyez un message avancé 2, le personnage avance de 2 pas.
personnage recule de 1, le personnage recule de 1 pas. Donc, système par envoi de message. Alors, Squeak est très orienté éducatif. Alors, en parallèle, s'est développé donc le langage ANSI-C, qui est un langage procédural et orienté architecture système, couche système, donc vraiment couche basse. Vraiment pour faire de la programmation système, tout ce qui va être driver par exemple, et vraiment très orienté hardware, vraiment pour contrôler une imprimante, des périphériques, ou des drivers d'imprimante, ou des plugins, vraiment très orienté couche basse. Alors, pourquoi je vous parle de Smalltalk 80 et de C? Alors, je reviendrai par la suite. Il y a une variante par rapport à ANSI-C, c'est la version objet. Version objet, toujours compilée, et qui a donné C++. Cette fois-ci plus procédural, mais un langage orienté objet. Alors en fait, dans l'historique d'Apple, vous avez eu une société qui s'appelait Nextape, et entre autres qui le nom d'un système d'exploitation qui est l'ancêtre en fait de Mac OS X, et entre autres ce qui était l'ancêtre du MacBook. Et pourquoi je vous parle de Nextape? Pourquoi? Parce que en fait Nextape, vous avez l'acronyme NS, et c'est un préfixe. Quand vous faites de la programmation objective C, vous retrouvez NS object, NS string. Maintenant, quand vous voyez NS, c'est que ça vient de Nextape, c'est historique. Alors, en fait, a été créé à cette époque-là le langage Objective-C, qui est en fait un langage hybride, un mélange entre ANSI-C, le langage C, et Smalltalk 80. Et ce qui a donné le langage Objective-C. Il y a une variante, Objective-C++, mais il y a le langage Objective-C principalement utilisé. Alors l'avantage de ce langage donc, c'est qu'il a tous les avantages du langage C, puisqu'il est orienté système, mais le langage C est procédural. Le Smalltalk 80, lui, est orienté objet. C'est l'avantage. En plus, il est réflexif. Toutes les classes héritent d'une classe mère, la classe object. Et c'est un langage dynamique, ce qui fait que ça rend, lorsque le langage est compilé, des applications hyper rapides. C'est de la programmation dynamique, et non pas un langage à typage statique, comme on retrouve avec C++, ou les langages de dernière génération, voire qui sont plutôt en code managé, tels que le langage de troisième génération qu'on retrouve avec Java et C#. Là, c'est des langages non pas statiques, mais des langages dynamiques. Et entre autres, ces langages dynamiques, généralement, on le retrouve dans le domaine, dans le monde de la programmation web. Le PHP est un langage dynamique, le HTML est un langage dynamique, et Objective-C est aussi un langage dynamique. Et d'autres variantes de langage comme Python ou Ruby par exemple. Un peu moins connu, mais ça c'est tout l'avantage. En fait, quand vous créez des applications à Objective-C, vous créez des applications dynamiques. Et entre autres, je vous parlais d'un pattern, à savoir le pattern Model View Controller, plus connu sous le nom de MVC. Alors vous avez en fait la couche modèle qui est la partie métier, traitement des données, restitution des données, la partie vue, gestion de la partie affichage, tout ce qui va être l'interface graphique, et le contrôleur qui va faire le pont entre l'interaction, donc ça va être l'interaction entre la logique métier et la partie affichage. Alors, le modèle MVC est très connu dans le monde Microsoft, dans les applications orientées web, avec ASP.NET MVC. Alors ça peut paraître surprenant, je vous parle de MVC, puisque quand on parle de MVC, souvent on pense donc à ASP.NET, donc les applications orientées web. Alors, pourquoi je vous parle de MVC? C'est parce que quand vous créez des applications sur Crosscode, les applications Objective-C, c'est basé sur le pattern MVC. Du fait que ce soit un langage dynamique, comme des langages orientés web,
fait que il est basé sur un pattern modèle vue contrôleur qu'on retrouve dans le monde du web et entre autres dans le monde Microsoft chez ASP.NET. Ce qui peut paraître surprenant, mais voilà comment est basé les applications sur les environnements Apple. Donc un modèle vue contrôleur. Alors vous avez par exemple disponible des livres très intéressants, par exemple Objective-C pour les développeurs avancés, pour créer des applications iPhone, iPad et Mac OS X. Alors bon, ce livre date un peu, mais en l'occurrence le dernier langage Swift qui a été mis en place, mais Objective-C marche encore sur. Vous pouvez faire de l'Objective-C encore sur Mac OS X et les périphériques mobiles. C'est un bon point d'entrée pour se lancer dans la programmation orientée Apple. Alors vous avez ici des déclinaisons donc des différents langages et technologies utilisées par les constructeurs. Alors on va pas trop s'intéresser par exemple à Android ou BlackBerry, orienté autour du SDK Java, donc qui tourne autour d'une machine virtuelle. Ici Windows, pareil, autour d'un runtime, un peu calqué sur le même principe qu'Android, hein, c'est en fait du code managé qui génère pas de réel binaire et en fait qui va tourner à partir d'une machine virtuelle ou d'un runtime, en fait un environnement d'exécution. En fait Android et Windows reposent un peu sur le même type d'architecture point de vue applicatif. C'est vraiment des langages de troisième génération, avec ses avantages mais aussi ses inconvénients. BlackBerry, j'ai pas trop rentré dans le détail, c'est assez particulier. Et par contre, on va s'intéresser ici à l'environnement d'Apple avec Objective-C. Entre autres, vous avez donc Mac OS X pour les applications bureau, iOS qui est l'OS d'exploitation sur iPhone et iPad, et Crosscode, l'environnement de développement. Alors, Crosscode ici, vous avez un système en fait d'interface graphique avec un système d'IHM basé, donc on va vous expliquer, sur un modèle vue contrôleur. Vous allez créer vos applications en Objective-C et créer l'IHM ici graphiquement. Alors vous avez les évolutions par rapport à iOS, connues sous les différentes déclinaisons constructeurs d'Apple. Alors pour parler de la partie IHM sur Crosscode, vous avez donc Interface Builder. En fait, vous avez les fichiers qu'on appelle Xib, qui permet de créer des interfaces, qui est un langage basé sur XML, qui ressemble beaucoup au langage XAML et qui est structuré en XML comme on retrouve en WPF ou sur les applications Windows IoT ou sur Windows Phone. En fait, c'est un langage basé sur XAML, pour Microsoft, et ici basé sur XML et qui est très similaire sur les développements Apple de l'extension XIB et qui est très proche donc XIB de XAML, donc Interface Builder. Alors une rétrospective sur le runtime de Java, en fait, quand vous créez des développements sur Java, comme sous .NET dans le domaine Microsoft, ce qui est un peu différent parce que c'est du code managé, il passe, en fait, ça va créer des classes dans un code machine, donc ça ne crée pas de réel binaire, donc c'est un langage non dynamique, vraiment statique, mais en plus qui est managé, ça fait qu'il ne pourra tourner qu'à partir d'une machine virtuelle. Et entre autres, chez Microsoft, il y a le même fonctionnement. Au lieu d'avoir un runtime, un Java runtime, Java runtime environnement, c'est le nom constructeur, donc le JRE, ou Java Virtual Machine, JVM, mais c'est un environnement d'exécution, un runtime. Vous avez pareil chez Microsoft, un runtime, du code managé. C'était une brève rétrospective. Rétrospective sur le common langage runtime, donc ça c'est plus orienté Microsoft, c'est un peu pareil comme pour Java en fait. Vous avez donc du code qui est managé et qui va pouvoir tourner, qui va être lancé lors de l'exécution, et vous avez un compilateur post-compilation
lors de l'exécution du programme qui va générer en fait du code machine à partir d'un langage intermédiaire. En fait, ça génère vous avez un langage intermédiaire qui est lancé dans le runtime qui génère un code machine après qu'il soit passé dans le runtime, et ça génère des exés et des DLL. Mais initialement, en fait, quand vous développez, que ce soit sous Java ou .NET, le côté Microsoft, ce qui va être créé, c'est des classes d'un langage intermédiaire. C'est un langage intermédiaire proche de l'assembleur, un langage non machine. Ça fait qu'on peut par exemple décompiler des assemblées, des DLL ou des exés, puisque ce sont c'est du code proche de l'assembleur, et qui en fait, lorsqu'il va passer dans l'environnement d'exécution, dans un runtime, ici bon, ça s'appelle CLR Common Language Runtime, qui va générer des binaires. Mais le passage obligé, c'est le runtime. Sans ça, en fait, vous n'avez pas de binaire. Donc, c'est le principe du code managé. Et entre autres, la différence, c'est qu'il y a le code non managé, comme en C++, ou par exemple, chez Apple, avec l'Objective-C, c'est aussi du code non managé. Vous n'avez pas cette couche supplémentaire. Alors, donc, sur les processeurs Apple, en fait, alors pour vous expliquer, sur les smartphones, c'est basé sur la technologie ARM. Et sur Mac OS X, c'est basé sur le processeur Intel. Alors, ARM, en fait, c'est les processeurs qu'on retrouve sur les périphériques mobiles. Et entre autres, vous l'avez sur iPhone, iPad. Et le processeur ARM, on le retrouve aussi chez Microsoft. Toujours sur Surface ou Windows Phone. En fait, c'est des processeurs portatifs. Entre autres, ils ont développé un système d'architecture qu'on appelle WinRT qui permettait de porter des applications sur plateforme mobile. Ils avaient été bloqués à l'époque, puisqu'on ne pouvait pas porter des applications tournant sur des processeurs 64 bits, par exemple d'Intel, tournant uniquement sur Intel. Il fallait pouvoir les porter sur ARM. Donc vraiment, c'est un point d'architecture lié au processeur. Ça fait qu'ils ont réussi bien le virage Apple, puisque en fait, quand on programme des applications orientées Apple, vous avez un langage qui déjà est dynamique, hein, le code est non managé, donc limite, c'est vous créez des applications natives et on peut dire que c'est aussi fluide que les applications web. Donc pour une portabilité sur plateforme mobile, c'est pari réussi, quoi. Donc vraiment, là c'est ce qui est vraiment impressionnant, parce que les applications bureautiques elles sont hyper rapides, mais c'est pareil sur smartphone ou sur iPad, parce que justement c'est basé sur des architectures dynamiques et il n'y a pas de runtime derrière, hein. Donc c'est la programmation dynamique, c'est vraiment tout l'avantage. Alors là je fais un parallèle sur Microsoft. En fait, vous avez l'architecture sur Windows 8, là je présente Windows 8, mais ça peut être Windows 10. Quand ils ont voulu faire le virage sur plateforme mobile, ils ont développé un système qui était une architecture pour les applications, ce qu'ils appellent Metro, pour pouvoir porter sur les applications sur processeur ARM, entre autres avec WinRT. Au début il y avait des bibliothèques développées en JavaScript, parce que JavaScript pouvait être porté sur Windows Phone, parce que justement JavaScript c'est un langage web, mais pas du fait que ce soit un langage web, mais du fait que ce soit un langage dynamique. Et donc il y a un gros travail qui a été fait justement pour pouvoir porter ces langages troisième génération, à savoir code non managé basé sur un runtime, entre autres la technologie XAML, comment ils ont pu le porter sur plateforme mobile, et entre autres du fait de la limitation du processeur ARM. Et ça c'est vraiment la spécificité des applications Microsoft, c'est que c'est là que le virage devait à mon avis être assez difficile, parce que comment porter des applications qui tournent à un runtime, des applications non dynamiques, sur des plateformes mobiles, du fait que le processeur apporte une certaine limitation. Les applications pouvaient être trop lentes. Donc là, bon, ils ont réussi leur pari justement avec WinRT. Et en fait, XAML ressemble beaucoup, parce que c'est basé sur XML, aux
au fichier exib qu'on retrouve chez Apple, qui est structuré lui aussi en XML et qui permet d'avoir permettant de représenter la partie IHM. Donc je vais pas rentrer dans le détail sur les architectures Windows. Et entre autres, bon, vous avez ici la tablette tactile, donc Surface de Microsoft. À savoir que lui, par contre, alors il tourne sur un processeur Intel, pas forcément ARM, donc il peut porter des applications. Par contre, ça a des applications qui devront, enfin, qui seront pas des applications bureautiques, c'est des applications quand même, enfin, des applications bureautiques, oui, mais il y a une limitation pour du processeur là aussi. Donc par exemple, on peut pas porter des applications bureautiques comme WPF. Toujours la limitation par rapport au périphérique. La limitation sur le périphérique, puisque sur ce type de matériel, il y a une limitation processeur. Ça fonctionne sur un processeur Intel, mais il y a une limitation. Et entre autres, ce qui répond à cette limitation, c'est Windows RT, WinRT. Alors, pour parler des processeurs, donc les processeurs Intel Core d'Intel, donc vous les retrouvez sur les applications bureautiques et vous les retrouvez donc sur les small screens ici, comme on peut voir, et les tablettes, entre autres chez Microsoft. Donc les tablettes tactiles de chez Microsoft fonctionnent avec un processeur Intel. Voilà. Donc, je faisais un peu le parallèle par rapport au processeur ARM. Par contre, quand vous développez les applications Microsoft, par exemple avec Visual Studio, elles doivent pouvoir être compatibles à ARM, processeur ARM, pour marcher sur Windows Phone. Donc il y a une limitation de processeur quand même. Alors, ensuite, je vais venir au système embarqué des micro-cartes mères. Alors, vous avez les applications Internet of Things, en fait l'Internet des objets, du développement de système embarqué. Et entre autres, par exemple, vous avez Raspberry qui lui fonctionne avec un processeur ARM quad-core Cortex, donc processeur ARM comme on retrouve sur les smartphones. Le processeur Intel Atom aussi qu'on retrouve sur certaines cartes Intel, comme par exemple l'Intel Galileo, et autre processeur qui est le Qualcomm Snapdragon 410. Alors le Qualcomm, qui est un constructeur de cartes mères, on le retrouve sur le Dragon Board 410C. Alors, le Dragon Board 410C, c'est en fait une micro carte mère proche du Raspberry. Dans une précédente session, je vous avais en fait expliqué que quand vous voulez développer des applications sur micro carte mère avec l'internet des objets, vous pouvez créer vos propres applications, que ce soit microcontrôleur ou applications domotique ou interface graphique, sur ces micro cartes mères très répandues et qui commencent à devenir assez célèbres sur Raspberry. Et vous avez des cartes mères concurrentes, entre autres l'Intel Galileo, limité au microcontrôleur et à la programmation électronique, et un concurrent, le Dragon Board 410C, qui est une carte mère concurrente de Raspberry Pi 2, mais cette carte mère en fait est plus performante. Lui était limité à 900 MHz, lui a un peu plus de 1,4 GHz approximativement, un peu plus puissante. Par contre, vous avez expliqué en fait que ça tourne sur processeur ARM, mais sur le Dragon Board en fait, ce qui peut paraître un peu trompeur, bon, c'est le nom du processeur qui diffère, c'est pas ARM. Mais en fait, quand vous voulez déployer des applications sur Visual Studio 2015, Visual Studio 2015 permet le déploiement d'applications sur ces processeurs-là, ben, le déploiement se fait sur ARM. Donc vous déployez des applications ARM sur Raspberry, mais sur ce type de carte mère, c'est un déploiement d'applications ARM. Et par contre, le processeur, lui, c'est le processeur Snapdragon de Qualcomm. C'est pour ça que je vous avais parlé de processeurs ARM. Les applications doivent être supportées par des processeurs ARM, mais elles pourront tourner aussi sur le Dragon Board. Et le Dragon Board,
c'est pas trop répandu encore, mais en fait le Dragon Board 410C qui, bon, ici on peut voir la carte mère ici qui a ce processeur particulier concurrent d'ARM. Et là on peut voir sur le site de Qualcomm que Windows 10, entre autres pour IoT, et fonctionne avec les cartes mères Dragon Board 410C. Alors moi personnellement j'ai pas fait de déploiement sur cette carte mère, mais elle est supportée. Ça c'est ce qui est mis sur le site du constructeur. Mais par contre quand vous déployez les applications, elle doit supporter le processeur ARM. Bon, encore sur le test, il faut pouvoir le tester. Bon, alors moi, dans ces sessions-là, en fait, je suis plus orienté vers les développements Raspberry Pi 2 ou par exemple Intel Galileo. Alors après, il faut voir selon les retours sur le constructeur de Qualcomm. Je ne me suis pas trop penché dessus, et ça reste un des constructeurs concurrents. Alors, cette rétrospective, alors déjà par rapport, là je vous ai fait une rétrospective un peu à part sur des systèmes embarqués sur des micro-cartes mères, mais l'objectif comme de la session, vous avez fait donc une large, enfin, disons une rétrospective globale sur comment fonctionnent les développements d'applications, entre autres sur les environnements Apple et sur MacBook. L'intérêt, c'est vraiment vous présenter un historique et surtout comment fonctionne l'architecture de ces applications là, du fait de leur fluidité, leur rapidité, et entre autres vous avez par exemple dans l'objectif C la particularité, mais maintenant c'est assez implicite, par exemple toute la gestion de la libération de la ressource système, et entre autres ce qu'on appelle le garbage collector qu'on retrouve dans le monde Microsoft, mais qu'on retrouve aussi dans Objective-C. Et en fait la libération de la ressource système, c'est-à-dire par exemple des instances d'objets qui sont plus utilisées, sont faits de façon ne sont pas faits de façon implicite, de le faire vous-même, comme c'est le cas de la programmation C++. Vous libérez la ressource système de vos objets, vos instances d'objets. Maintenant, il semble que c'est implicite. Bon, au début, il fallait quand même le faire. Alors, pourquoi je vous parle de la libération de la ressource système? C'est parce qu'en fait, quand vous développez des applications sur smartphone, sur iOS, gardez une chose à l'esprit, vous développez des applications sur iOS ou sur d'autres smartphones, là je parle entre deux iOS, pensez à libérer à chaque fois que vous sortez d'une fenêtre ou d'une application, au fur et à mesure, la ressource système. Ça permet de ne pas saturer le garbage collector, du moins les ressources système. Au fur et à mesure que vous libérez des ressources système, vous libérez des instances d'objets, c'est-à-dire vous libérez un objet qui est plus utilisé et vous le détruisez. Ça évite, par exemple, imaginons vous avez une super application et il faut prévoir la sortie de l'application. Si vous avez une application où vous devez enregistrer les paramètres utilisateurs, ce qui va se passer, c'est que si votre application crash, il faut gérer le fait de sauvegarder les préférences utilisateurs. Par exemple, les dernières interactions mises en place, les dernières actions utilisateurs, de façon à ce que quand l'utilisateur relance l'application, et puisse retrouver ses préférences utilisateurs. Ça, c'est un exemple concret. Ne pas prévoir des sauvegardes, par exemple sur un serveur depuis une application smartphone, à la dernière minute, à la dernière seconde. Le cas concret typique sur smartphone, c'est la réception d'un appel. Si par exemple un utilisateur reçoit un appel, votre application, elle s'arrête net. Donc au fur et à mesure, lors du cycle de vie de l'application, quand votre application tourne, il faut libérer au fur et à mesure l'espace mémoire. Ça c'est vraiment primordial, parce que sinon votre application elle peut bloquer sur le smartphone. Et ça c'est vraiment problématique. Si une application est mal développée, elle va rester figée sur l'écran, ça va bugger lors de la réception d'un appel, ou pire, quand l'utilisateur va relancer l'application, il va perdre tout ce qu'il a fait précédemment. Donc ça c'est un conseil sur les développements d'applications smartphone, et entre autres sur la gestion de la libération de l'espace mémoire. Et entre autres, bon maintenant c'est fait de façon implicite sur Objective-C, mais précédemment en fait il fallait le faire explicitement.
Voilà, donc cette rétrospective sur comment fonctionne et surtout l'architecture des langages de programmation autour des environnements Apple, ainsi que sa comparaison par rapport à d'autres constructeurs est terminée. Mais je vous remercie beaucoup de cette session et je vous dis à très bientôt. Merci.